19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Plusieurs Palestiniens tombent en martyrs dans de nouveaux bombardements de l'occupant sioniste ayant visé diverses zones de Gaza. À Gaza, se procurer du pain est aujourd'hui une mission impossible pour les milliers d'habitants de l'enclave. Nous irons à la rencontre d'Abou Khalil qui se démène pour pouvoir nourrir sa famille. Le sommet de l'OCI en Gambie salue les efforts du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la cause palestinienne. Et puis pas de paix sans indépendance. Nous reviendrons sur les propos du président sahraoui Ibrahim Ghali, plus que jamais décidé à continuer la lutte contre le colon marocain. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste ayant visé diverses zones. Dans l'enclave palestinienne, la ville de Rafah, la zone de Zawaïda, les camps d'Al-Maghazi et d'Al-Borej, la région de Deir el-Balah ainsi que le quartier d'Az-Zaytoun ont été pris pour cible. Plusieurs équipes de la défense civile palestinienne ont été dépêchées dans la zone de Saftawi, dans le nord de Gaza, après qu'un immeuble ait été pris pour cible par l'aviation sioniste. Un corps a pu être extrait des décombres. Et sachez également que d'importants dégâts ont été enregistrés après la frappe sioniste qui a ciblé la ville de Rafah. Tout le quartier a été endommagé, une dizaine de bâtiments ont été complètement détruits. Il n'y a pas d'armes ni de combattants dans ces maisons, rien du tout. Les Juifs sont absurdes. Pourquoi font-ils cela aux gens? Ce sont des femmes et des enfants innocents. Ce sont tous des personnes déplacées. Rien que dans ce quartier, nous avons plus de 200 personnes déplacées. Comme vous pouvez le constater, la situation est désastreuse. Rafah n'est pas sûre. Il y a des bombardements à tous les coins de rue. Nous avons été anéantis, ainsi que tous nos biens. Toutes les maisons de Gaza ont été dévastées, sans parler des martyrs. Dieu merci pour tout. Que pouvons-nous faire ? Et avec l'intensification des bombardements, le bilan de l'agression génocidaire s'est alourdi à 34 683 martyrs et 78 018 blessés depuis le 7 octobre dernier. Le ministère palestinien de la Santé affirme que l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures à Gaza, faisant 29 martyrs et 110 blessés. Et les Palestiniens attendent l'issue des négociations et espèrent un cessez-le-feu dans les prochains jours. Ils souhaitent rentrer chez eux alors que les discussions sur une trêve à Gaza suscitent l'espoir. Certains restent tout de même méfiants quant à la possibilité que ces négociations mettent fin à 7 mois de guerre dans le territoire palestinien. Nous espérons et prions Dieu pour que les négociations réussissent. Il y a un grand sentiment d'espoir et d'anticipation.
car nous attendons depuis des mois que les négociations aboutissent, afin que nous et toutes les personnes déplacées puissions rentrer chez nous. Nous aspirons à ce que la stabilité soit rétablie, mettant fin à la guerre et à la destruction dont nous avons été témoins. Nous disons que, si Dieu le veut, cette fois-ci ce sera sérieux. Pas comme toutes les autres fois où les négociations se terminent par la poursuite de la guerre. Nous espérons que cette fois-ci, l'accord sera couronné de succès et que nous pourrons retourner chez nous et retrouver nos proches. Nous avons beaucoup d'espoir. Si Dieu le veut, nous nous réjouirons de rentrer chez nous. Même si nous restons dans une tente comme celle-ci, ce qui compte, c'est que nous rentrions chez nous. Et on reste à Raza où se procurer du pain est aujourd'hui mission impossible pour les milliers d'habitants de l'enclave. Abou Khalil fait la queue chaque matin pour tenter de s'en procurer et sauver sa famille de la famine. Amel Améziane Zitouni nous en parle. Abou Khalil traverse à vélo la ville de Raza détruite pour atteindre une boulangerie où il espère acheter du pain pour sa famille. Ce Palestinien, à la tête d'une famille de 12 personnes, vit dans un appartement loué après que sa maison ait été partiellement détruite par les bombardements sionistes. La fille de Khalil souffre d'un cancer ainsi que des problèmes à la trachée. Elle vit désormais avec ses parents et ses 2 enfants dans la même maison. Khalil est le seul soutien de famille. Il se rend à la boulangerie presque tous les jours pour que sa famille puisse manger du pain. Les conditions sont difficiles, même si dans le passé elles l'étaient aussi. Elles le sont encore plus aujourd'hui. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, le pain est disponible, mais nous n'y avons pas accès. Je n'ai ni revenu ni travail. Nous attendons d'obtenir des coupons pour essayer de trouver quelque chose à manger. Le nord de l'enclave de Raza est au bord de la famine. Depuis mars, aucune aide comparable à l'aide nécessaire pour conjurer la famine n'a été attribuée. Les Palestiniens désespérés cherchent de quoi se nourrir. Leur seul espoir est que la guerre cesse. Lorsque les camions d'aide arrivent, nous en recevons peu. Nous avons besoin de plus d'aide et la chose la plus importante que nous voulons, c'est que la guerre cesse. Nous voulons que la guerre s'arrête parce que si l'aide arrive et que la guerre continue, cela ne sert absolument à rien. Depuis le 7 octobre, la bande de Raza est devenue un cimetière à ciel ouvert. Des milliers de Palestiniens ont été tués par les bombardements sionistes, mais aussi par la privation de nourriture. En Cisjordanie occupée, les campagnes d'arrestation se sont intensifiées. Depuis le 7 octobre dernier, les forces sionistes procèdent à des arrestations arbitraires de façon quotidienne. Hier samedi, 25 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtés, ce qui porte le nombre total de Palestiniens arrêtés depuis le début du génocide à Raza à 8 575. Et sachez également qu'une grève générale s'est tenue ce dimanche dans le gouvernorat de Tulkarem, en deuil après l'assassinat hier de 5 Palestiniens dans la ville de Deir el-Ghussoun. Entreprises, écoles, magasins, mais aussi transports en commun, le mouvement de grève a touché tous les secteurs. Et la vague de soutien au peuple palestinien ne faiblit pas. En France, des centaines d'étudiants ont battu le pavé place du Panthéon à Paris. Suite à l'appel lancé par les syndicats étudiants, ils étaient près de 300 à se rassembler sur la place après l'évacuation de Sciences Po Paris par les forces de l'ordre. T'as ton sac. Ah oui, c'est moi qui ai ton sac.
Au Liban, cette fois-ci, 4 personnes ont été tuées et d'autres blessées ce dimanche dans un bombardement de l'entité sioniste ayant visé le village de Maïs al-Jabal dans le sud du pays, au moment où des habitants du même village inspectaient leurs demeures et magasins pour évaluer les dégâts causés par les agressions sionistes. Depuis 7 mois, l'aviation ennemie a mené un raid sur le quartier d'Al-Jafira. Dans l'actualité également, le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique a conclu ses travaux ce dimanche dans la ville gambienne de Banjul par une séance à l'issue de laquelle la déclaration finale du sommet et une résolution sur la question palestinienne ont été adoptées et approuvées. Les dirigeants des pays islamiques se sont également félicités de la tenue de la réunion consultative qui a réuni en Tunisie en avril dernier le président algérien Abdelmadjid Tebboune, son homologue tunisien Kais Saïed, ainsi que le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El-Menfi, saluant particulièrement les efforts du président Tebboune pour soutenir la cause palestinienne. Ils ont par ailleurs exprimé leur profonde appréciation pour la tenue de la conférence d'unification comme une étape positive sur la voie de l'unité nationale palestinienne. Le président gambien Adama Barrow affirme qu'il a toujours été très cohérent dans son soutien à la cause palestinienne et ce depuis son arrivée au pouvoir. Il appelle l'OCI à parler d'une seule et même voix sur la Palestine. I think our message is very, very clear. We have always been very, very consistent. Notre message était très clair. Nous avons toujours été très cohérents en ce qui concerne la question palestinienne. Si vous avez suivi la Gambie depuis mon arrivée au pouvoir, il n'y a pas une déclaration que nous ayons faite à l'Assemblée générale des Nations unies sans mentionner les Palestiniens. Nous suivons donc de près les Palestiniens et nous les soutenons. Nous ferons tout notre possible pour mobiliser l'organisation afin de parler d'une seule voix pour que la Palestine soit libre, pas même un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu permanent tout en réalisant le projet d'indépendance du peuple palestinien. Voilà ce que nous recherchons. De son côté, le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui a rencontré ce dimanche, en marge des travaux du 15e sommet de l'OCI, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qu'il a chargé de transmettre ses salutations au président Abdelmadjid Tebboune. Il a également réaffirmé la poursuite des efforts pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, à la lumière des discussions importantes et fructueuses qui ont eu lieu lors de sa visite en Algérie en août 2022. Et puis ces propos du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a affirmé lors d'une conférence de presse en marge du festival du film dans la wilaya d'Aousserd, dans les camps de réfugiés sahraouis, que le peuple sahraoui poursuivra sa lutte contre l'occupant marocain jusqu'à obtenir ses pleins droits à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté. Brahim Ghali a par ailleurs ajouté que les Sahraouis sont en état de guerre jusqu'à ce qu'ils accèdent à la liberté. Nous sommes actuellement en situation de guerre. Nous poursuivrons notre lutte, quoi qu'il en soit les contraintes. Nous continuerons notre lutte et nous ne serons pas dupes pour la seconde fois. Alors nous continuerons à négocier, à combattre jusqu'à ce que notre peuple réalise ses objectifs de recouvrir sa liberté et son indépendance, et que sa liberté de libre choix ainsi que les frontières de la République arabe sahraoui et démocratique, le membre fondateur de l'Union africaine, soient respectées. Le président sahraoui est également revenu sur le revirement historique de l'Espagne et du gouvernement Sanchez, victime selon lui du chantage marocain. Regardez. C'est quoi le secret? Pourquoi ce changement de position? Pourquoi ce reniement de la position historique espagnole? Pourquoi cette soumission au chantage marocain? L'argument était que cela devrait mettre fin à la migration clandestine. La migration clandestine a doublé. L'argument était que cela devrait mettre un terme aux expéditions énormes de quantités de drogue. Il y a 3 jours, aux frontières, la police a découvert un camion chargé de 26 tonnes de résine de cannabis.
Et au moment où Madrid et Rabat se targuent d'une collaboration sans faille dans la lutte contre le trafic de drogue en provenance du Maroc, un témoignage clé de la juge espagnole Nieves Marina fait exploser une autre bombe. En contredisant la soi-disant version de Pedro Sánchez, elle nie toute collaboration du Marzen dans la lutte contre ce fléau qui ronge des sociétés tout entières. Commentaire Hamid Mechri, récit à Mohamed Amina Berkan. Les côtes sud-ouest espagnoles font face à une augmentation spectaculaire d'arrivées de stupéfiants. Et si les forces de sécurité et les organes de la répression antidrogue semblent mener une bataille perdue d'avance contre les cartels de narcotrafic, c'est principalement en raison de manque de collaboration du Maroc. Même si le royaume est connu pour être une plaque tournante stratégique de trafic de drogue dans le monde, où démarrent notamment les expéditions par voie maritime vers l'Europe, l'affirmation vient cette fois-ci d'une personnalité judiciaire placée au cœur de la lutte anti-trafic de drogue en Espagne, alors que Madrid et Rabat se targuent de leur collaboration de lutte contre les réseaux des trafiquants de drogue. La juge Nieves Marina, présidente de l'audience provinciale de Cadix dans la communauté autonome d'Andalousie, sort de son mutisme lors d'un entretien à un quotidien régional espagnol publié dimanche et contredit frontalement le gouvernement de Pedro Sánchez à la question de savoir si elle est d'accord de constater qu'il existe une coopération de son pays avec le Maroc. Elle répond tout simplement, je cite, « Zéro, la coopération avec le Maroc n'existe pas et une partie du problème est là ». Nieves Marina ajoutait que le Maroc est l'unique producteur de résine de cannabis et à ce titre, il laisse à désirer lorsqu'il s'agit de traquer les narcotrafiquants. La juge espagnole a dénoncé également le fait que, contrairement à la propagande des médias marocains, le Maroc ne collabore pas à la lutte contre le trafic de drogue et ne collabore pas non plus dans l'extradition des personnes réclamées par la justice espagnole. Elle a cité l'exemple du baron marocain Abdallah Al-Hajj, la tête du narcotrafic et le plus recherché en Europe. Il avait été arrêté en novembre 2017 en Espagne, puis remis en liberté conditionnelle suite à un accord avec la justice avant de s'enfuir au Maroc. Malgré l'existence d'un mandat d'arrêt international pour son extradition, ce baron est protégé par les hautes sphères de Marzen. En 2023, des médias ont diffusé des images de lui participant en plein jour à un match de son équipe du Wydad de Tanger sans être inquiété par la gendarmerie marocaine. Nieves Marina s'est inquiété notamment du fait que des milliers de conteneurs et de camions entrent chaque année via les ports espagnols, ce qui rend le processus d'inspection et de contrôle peu efficace. Il y a quelques jours, les autorités espagnoles ont intercepté un camion en provenance du Maroc transportant 25 000 kilos de hashish, ce qui suggère selon Nieves Marina que de nombreux autres camions étaient entrés auparavant. Et on reste sur le continent. Moins de 24 heures nous séparent du début du scrutin présidentiel au Tchad, exception faite pour les soldats déployés sur le territoire national qui ont commencé à voter dès ce dimanche. Ce vote militaire anticipé permettra aux milliers de soldats qui assurent la sécurité du pays pendant les élections de remplir leurs fonctions demain lorsque les 7,3 millions d'électeurs inscrits se rendront au bureau de vote. Comme les autres Tchadiens, donc je suis venu faire mon devoir aujourd'hui. Comme aujourd'hui les 5, c'est un vote du port de sécurité. Donc on a fait puis notre devoir. Ces votes sont en train de montrer une fois de plus la maturité, non seulement des hommes en tenue, mais aussi ça relève de cette transparence et surtout cette équité. Et en plus, je dirais, nous avons observé une campagne civilisée et nous pensons que c'est cette continuité que nous sommes en train de voir ce matin parce que tout est dans l'ordre, discipline et le calme. Cela relève vraiment de ce que nos recommandations n'ont pas été vaines. Et avant d'entrer en période de silence électoral, les candidats ont fait un dernier bain de foule. Le chef de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, a tenu son dernier meeting de campagne. Je peux affirmer avec force et conviction que notre victoire au soir du 6 mai prochain est assurée, Inch'Allah. Inch'Allah. Elle ne laisse planer aucun doute. Elle sera collective et belle, très belle. Dans ce Tchad de demain, si je suis élu, ma main sera
toujours tendu pour continuer à réconcilier les Tchadiens et à faciliter les conditions de retour à ceux qui désirent revenir au bercail. Ces impératifs seront au centre de mes priorités. La deuxième tête d'affiche de ces présidentielles tchadiennes, le Premier ministre de la Transition, Succès Masra, est lui aussi très confiant. Il a clôturé sa campagne avec un dernier meeting dans la capitale rassemblant de nombreux partisans. Pour la première fois, le Tchad sera ainsi au service de tous les Tchadiens. Pour la première fois, le Tchad se construira pour l'avenir des siens. Pour la première fois, le Tchad sera à vous les Tchadiens et les Tchadiennes, parce que vous avez choisi des dirigeants qui vous sont. Les forces du passé toujours essayent de nous faire reculer et vont essayer encore ce qu'il en reste. Va encore tenter de nous faire repartir en arrière. Tout autre chose à présent, l'armée russe affirme avoir conquis un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, nouveau signe de la poussée des forces de Moscou face à l'armée ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que ses soldats avaient entièrement libéré ce village de la région de Donetsk, situé au nord-ouest d'Avdiivka, ville tombée en février dernier. Et à Moscou, l'heure est à la répétition pour le défilé anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Le président Vladimir Poutine devrait diriger les événements le jour de la victoire à Moscou, jeudi 9 mai, marquant ainsi le 79e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Cette année, comme la précédente et en 2022, le défilé aura lieu sur fond de conflit en Ukraine. En France, la mère de Naël et son avocat ont assisté ce dimanche à la reconstitution de la scène de la mort de l'adolescent de 17 ans tué par un tir de policier le 27 juin 2023 à Nanterre et dont le décès avait, rappelez-vous, entraîné des émeutes d'une ampleur exceptionnelle. Inondation au Brésil, un groupe de bénévoles s'est déplacé dans les rues inondées de Porto Alegre, ville particulièrement touchée par les inondations, pour porter secours aux habitants bloqués. Regardez. Je suis un peu inquiet parce qu'en une nuit, ce que nous pensions qu'il allait tomber a été doublé ou triplé. Donc nous sommes en quelque sorte en danger. Maintenant, je n'ai plus de téléphone portable, alors je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune communication avec qui que ce soit. Je suis très secoué. Au moment du sauvetage, le sentiment est celui du soulagement. Mais c'est terrifiant aussi car nous avons vu l'eau monter de manière absurde à une grande vitesse. Et puis sport football, avant de clore cette édition, des milliers de supporters du Real Madrid se sont rassemblés hier samedi pour partager leur bonheur après que leur équipe ait remporté le titre de la Liga après avoir battu Cadiz 3-0 et que Gérone les scellé. Avec une superbe victoire 4-2 sur Barcelone, ils espèrent désormais le même résultat mercredi contre Munich en Ligue des Champions. Je suis venue avec ma famille et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de cette victoire. Et mercredi contre Munich, je pense que ce sera pareil. Ce à quoi je ne m'attendais pas aujourd'hui, c'est que le Barça perde, car nous savions qu'avec un match nul ou une défaite, Madrid serait déjà champion. Je suis ici pour souhaiter la bienvenue au Real Madrid, notre club, à nos joueurs. Mais dans ce cas, s'ils ne viennent pas, il n'y aura pas de problème car la fête continue. Nous sommes satisfaits du résultat. Nous attendions que ce week-end arrive. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.